Bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents ce matin pour ces regards croisés entre Bordeaux Euratlantique et la FAB, organisés par l'Oiseau, l'Observatoire immobilier du Sud-Ouest. Nous sommes ce matin au campus François d'Assise et durant 1 heure, nos 4 intervenants vont échanger, comparer leurs expériences. Autour de la table, Valérie Lazec, directrice générale de Bordeaux Euratlantique, Jean-Émeric Monceau, directeur transversal et innovation de Bordeaux Euratlantique, Jérôme Gauze, directeur général délégué de la FAB, et Valérie Jamet, directrice de l'ingénierie foncière de la FAB. Alors d'un côté, Euratlantique, qui est un EPA, établissement public d'aménagement créé en 2010, de l'autre, la FAB, qui est une société publique locale créée 2 ans plus tard en 2012. Nous allons revenir sur les objectifs initiaux de chacun, les réalisations et les volumes de production à date, les réussites, les difficultés aussi et bien entendu les perspectives à venir. Sans plus attendre, Jérôme Gauze, je vous cède la parole car je crois que vous allez nous présenter rapidement et un peu plus en profondeur ce qu'est la FAB. Je ne sais pas si c'est bon. Non. Je vais prendre un micro, ce sera plus simple. Merci pour cette invitation. Il se trouve que on était encore hier en formation également avec Bordeaux Euratlantique, donc les aménageurs de la métropole se parlent. Une première planche pour rappeler en fait que la fabrique de Bordeaux Métropole, qui a comme actionnariat, vous l'avez sans doute en tête, donc Bordeaux Métropole et ses 28 communes, cette fabrique, on lui a confié 2 programmes. Un premier programme historique qui s'appelait à l'époque 50 000 logements autour des axes de transport collectif, qui consistait à dire, à partir du moment où la puissance publique, et notamment la métropole, investit le long des axes de transport et crée notamment des tramways, des bus express, il est pertinent et intéressant de travailler sur ce qu'on a appelé à l'époque des intensités urbaines et trouver finalement autour de ces nœuds, de ces stations, un peu de développement urbain. Je dis un peu puisque l'expérimentation en fait a démarré par un certain nombre d'îlots témoins qui devaient justement témoigner d'une autre manière de faire, avec des questions, on y reviendra, sur maîtrise ou non du foncier, programmation publique assez forte. Et puis un deuxième programme a été initié en 2016 par la métropole, et c'était finalement de trouver le pendant au programme qui aujourd'hui s'appelle Habiter, s'épanouir. 50 000 logements accessibles par nature, donc ce qui n'a pas changé là, c'est le 50 000 logements. De trouver le pendant avec la question des locaux d'entreprise, puisque la métropole, à juste titre, s'est aperçue que des programmes d'habitat commençaient à cannibaliser un certain nombre de sites dédiés à de l'activité, notamment de l'activité productive, et le triptyque habiter, travailler, se déplacer et profiter, donc c'est plus qu'un triptyque, et profiter de la nature, donc fonctionnait à partir du moment où pour fabriquer la ville, on mélangeait l'ensemble. Sur le programme Habiter, si je me concentre un peu plus sur ce programme, donc l'idée de base était, je ne vais pas reprendre les propos de Valérie Lassac sur trouver des alternatives à l'étalement urbain, ou plutôt à l'émiettement urbain, trouver des alternatives au logement des ménages de l'agglomération, comme on arrive à se loger en fonction de ses capacités budgétaires, donc produire du logement pour tous. Modifier aussi les processus de production en introduisant en fait la notion de qualité architecturale, qualité d'usage, qualité de fonctionnement urbain, et finalement à travers cette démarche réinitier un certain nombre d'opérations d'aménagement d'ensemble qui permettent là de regarder avec un peu plus d'envergure les opérations. Donc, en synthèse, le programme Habiter, c'était d'abord démarrer avec des points d'acupuncture, donc venir innerver en fait le territoire, développer d'autres manières de faire et rentrer ensuite dans la production de concessions d'aménagement, pas forcément de ZAC, sans rentrer dans
sans rentrer dans la boîte à outils, mais trouver en fait les moyens de faire des plaques urbaines un peu plus complètes et apportant un maximum de services. Sur la diapo suivante, une des différences, ou en tout cas on a beaucoup de points communs avec l'EPA et quelques points qui divergent, c'est notamment l'implantation territoriale. Donc, nous n'avons pas un périmètre, mais des en fait, périmètres, ou plutôt des espèces de lentilles à l'intérieur du territoire métropolitain, puisque vous voyez en fait que les petites Smarties là, qui doivent s'afficher à l'écran courent le long des axes de transport collectif, et nos opérations, elles vont à la fois de l'échelle immobilière, donc on a des opérations qui font 12 logements, jusqu'à 2800 logements. Donc on voit en fait l'écart que l'on peut avoir entre des tailles d'opérations où sur certains tènements ou certaines programmations, il est important pour nous de venir travailler la question urbaine, d'apporter un peu de logement, même modestement, ça concourt en fait à la production métropolitaine, toujours en fait en lien avec ce qu'on appelle les situations urbaines. Un projet hors sol pour nous ne rentre pas dans le programme. Fondamentalement, c'est la rencontre entre une programmation assez tenue, hein, donc on est plutôt à 40% libre, 60% de logements à prix maîtrisé, du social jusqu'à l'accession et le BRS ou l'abordable. Ça, c'est la programmation, mais aussi à chaque fois une rencontre entre cette programmation, cette production et un territoire. On ne fait pas la même chose, bien évidemment. Alors, je vais citer des communes, à Bassins ou à Mérignac. On n'est pas sur les mêmes échelles. On n'est pas forcément sur les mêmes attentes, même si on est sur le même territoire métropolitain, mais ça, vous le savez. Donc, il y a à chaque fois une attention très forte à chacune des situations urbaines. Il n'y a pas de petites opérations pour nous, il y a des opérations. Et ensuite, elles sont plus ou moins effectivement importantes en termes de surface. En réaction à cette présentation, Valérie Lassec, alors on l'a déjà un petit peu abordé en première partie, mais pour les personnes qui nous rejoignent, pouvez-vous revenir sur les objectifs initiaux de Bordeaux-Euratlantique ? Du coup, on est deux et Jean-Émeric complétera. Effectivement, on est partenaire et cousin quelque part avec l'objectif d'être aménageur public de ce territoire, et donc opérateur spécialisé sur un périmètre dédié qui est très large. Et effectivement, on avait aussi cet objectif de 50 000 habitants à accueillir. C'est pas les mêmes. Et c'est sur une durée effectivement similaire. On est en train de se projeter sur des échelles de temps qui sont les échelles de la fabrique de la ville. Et donc on a effectivement ce travail prospectif d'organisation quartier par quartier à l'échelle, à l'intérieur de ce périmètre pour pouvoir faire de la mixité fonctionnelle, de la mixité sociale. Et à travers cet objectif macro de production de logements, il y a effectivement du qualitatif, du quantitatif et du phasage. En fait, le métier de l'aménageur, c'est de phaser dans le temps, de planifier et de spatialiser, en fait, de trouver l'implantation optimale de tous ces services, équipements, habitat et équipements, et j'ai déjà dit, bureaux, qui vont contribuer effectivement à faire cette ville mixte qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui rend effectivement la ville vivante et agréable. Voilà. Donc on a effectivement ces mêmes objectifs partagés dans l'intention, dans les outils avec, effectivement Jérôme l'a dit, des choix qui correspondent en fait à ces périmètres et ce niveau d'intervention. Et qui effectivement permettent de participer au financement de tous les équipements et espaces publics qu'on produit sur ce périmètre qui est encore une fois large. 50 000 habitants sur 738 hectares, c'est ça. Quels sont les volumes de logements qui sont produits et livrés à date ? Où est-ce qu'on en est un petit peu dans cette programmation ? Alors, à date, c'est-à-dire pour nous fin 2022, il faut compter 3 000 logements livrés, essentiellement sur Bordeaux, puisque on franchit les étapes phase par phase. Et donc, d'abord, on a travaillé sur Bordeaux à travers la ZAC Saint-Jean-Belsier, c'était 1900 logements livrés.
corrige-moi si je me trompe. On est passé de l'autre côté de la Garonne et on a un peu plus de 1100 logements aujourd'hui livrés côté Garonne-Eiffel, l'autre ZAC, qui est du coup à travers Deschamps et Belvédère, qui sont les 2 premiers quartiers développés, se situe aussi sur Bordeaux. On va ensuite basculer sur la commune de Floirac qui va venir monter en puissance dans les livraisons de logements. Jean-Aymeric Monceau, les bilans de l'Oiseau le soulignent régulièrement. On manque sur la métropole de logements type T1 ou de logements allant au-delà du T4. Quelle est la stratégie de Bordeaux-Euratlantique en matière de diversité typologique? Quelle est la place aujourd'hui pour les T1 et les plus des T4? Alors nous, notre particularité, c'était d'avoir une part importante de grands logements, puisque un des objectifs assignés, c'était de pouvoir loger les ménages dans l'opération. Donc c'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure dans le bilan qui nous singularise sur ces grands logements. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié les petits logements. Depuis notre création, les choses ont pas mal évolué sur la composition des ménages et sur les besoins. Par exemple, sur le logement étudiant, c'est depuis 2018-2019, c'est une offre qui s'est largement développée donc sur des résidences. Et donc on a une production de T1, notamment en résidence et principalement sociale, qui s'est largement développée. Et on a aussi fait évoluer sur le logement locatif social les typologies vers une part plus importante de petits logements qui correspondent à la demande actuelle des ménages qui peuvent bénéficier du logement social sur la métropole. Donc on reste dans cette stratégie d'avoir une diversité de typologies du T1 jusqu'au T5, mais on a ajusté les programmations dans la finesse sur cette typologie. Oui, vous avez en partie répondu à la question qui loge-t-on sur Bordeaux-Euratlantique, mais à quel prix les loge-t-on ces personnes? Alors sur le prix, donc, pour revenir sur la programmation, on a un peu plus de la moitié de 55% de logements aidés, dont 35%, alors ça dépend des secteurs, sur Floirac on en a un peu moins, de logements locatifs sociaux, pour tenir compte aussi du contexte territorial. Sur la partie accession, on a un dispositif de plafonnement du prix de vente moyen, toute accession, donc accession aidée, donc sur des prix, on l'a vu sur le BRS, qui peuvent être autour de 2600 €, jusqu'à l'accession libre. L'objectif est d'avoir ce prix moyen qui soit un prix moyen qui soit inférieur au prix moyen constaté sur la métropole, avec l'idée sous-jacente de pouvoir loger tous les ménages de la métropole et d'avoir une alternative au logement ailleurs sur la métropole, dans le centre urbain, parce que c'est aussi une de nos caractéristiques. On est vraiment très central, notamment dans la première phase, mais on va le rester. En fait, on est quasiment autour des boulevards, en fait, rive droite et rive gauche, exclusivement en intra-rocade, très bien desservi par les transports en commun. Donc c'est ça la philosophie sur le prix des logements. Merci. Jérôme Gauze ou Valérie Jamet, l'un de vous deux, côté Fab, un peu les mêmes questions que pour Bordeaux-Euratlantique. Les réalisations à date, combien de logements produits ou en chantier? Oui, c'est bon. Je vais juste préciser, je passerai la parole à... Je vais juste préciser, en fait, que vous l'aurez remarqué d'un point de vue territorial, donc on ne se marche pas sur les pieds. Enfin, c'est important, hein, les aménageurs ne se font pas concurrence. Hein, donc je préfère le préciser, puisque toutes nos Smarties là sont en dehors des périmètres, bien évidemment, de l'EIN. Et peut-être que vous l'aurez remarqué, mais la fabrique, pour le coup, intervient essentiellement en première couronne, deuxième couronne, voire troisième couronne de la métropole, mais intervient peu, voire pas, en fait, sur le territoire, notamment de la ville-centre. Je vais laisser Valérie sur la production. Alors, sur la production, donc aujourd'hui, on est à 1800 logements livrés. On a 4500 logements qui sont entre la phase administrative, permis obtenu mais pas encore purgé, et chantier. On est un peu en retard en fait sur la livraison des chantiers, puisqu'on a quelques difficultés, enfin nous avons des difficultés, notamment en termes de chantiers, et pour finir ces chantiers qui se sont dramatiquement rallongés, et du coup on n'est pas exactement à temps en fait en termes de livraison. Vous le vivez au quotidien, on le vit aussi avec vous, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et après en termes de programmation, donc on a 11 000 logements dans les cartons en termes de montage répartis sur 9 concessions d'aménagement sur l'ensemble du territoire.
Oui, donc je vais revenir sur les objectifs historiques qui avaient été fixés à la fabrique de Bordeaux Métropole, notamment le fait d'accompagner la production de logements et l'intensification le long des lignes de transport. En tentant de retenir dans la métropole, dans intra-rocade, plutôt les familles qui ont tendance à partir en dehors de la métropole dans des lotissements pavillonnaires en extension urbaine. Donc les objectifs initiaux, c'était de donner de la qualité, quelque part de proposer des logements en collectif avec les qualités de l'individuel. Donc ça, ce sont des objectifs sur lesquels on n'a pas varié. Donc, par contre, les objectifs de production de grands logements, on s'est aperçu il y a à peu près 2 ans en travaillant avec le bureau d'études adéquation auquel on avait confié une étude sur les capacités budgétaires des ménages et sur les évolutions démographiques en fait de la métropole, en fait on commençait à rentrer en dissonance en fait avec les besoins du marché. Donc on s'est aperçu lors des récentes études pour lesquelles on a produit deux livrets qui traitent à la fois qui donnent à la fois des clés de lecture sur la métropole pour comprendre le marché du logement et les programmations à mettre en œuvre et qui donnent aussi des préconisations par rapport à la mission qui nous était fixée. Donc on s'est aperçu de l'énorme augmentation et proportion de petits ménages qui représentent aujourd'hui environ 75% des ménages de la métropole. Donc petits ménages de 1 et 2 personnes. Donc ce qui nous a un peu ébranlé quand même, on s'est dit mais continuer à produire des grands ménages, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Donc là, on est en phase de continuer à travailler sur les réorientations des programmations, ce qui n'est pas sans nous poser un peu des difficultés parce que nos programmations, elles sont en nombre de logements. Donc évidemment, si on fait des plus petits logements, on a moins de surface de plancher. Donc voilà. Donc là, on est en train de progresser sur ces sujets. Concernant les prix de sortie, la feuille de route qui nous était fixée, c'était du logement abordable à 2005. Alors là, je parle de 2012. C'est un objectif qu'on a tenu à tenir le plus possible dans le temps, mais les évolutions des coûts de construction sur les 2 dernières années nous ont amené effectivement à réfléchir sur ces sujets et également à mettre en regard les capacités budgétaires des ménages d'aujourd'hui et le coût du logement tel qu'on est en capacité de le produire. Et on a essayé, toujours avec l'aide d'adéquation, et on a ensuite essayé d'aller un petit peu plus loin en travaillant sur les capacités budgétaires par taille de ménage. Ce qui était pas forcément facile parce qu'au début on ne trouvait pas forcément les données. Et en allant encore plus loin, d'essayer de voir par rapport à la cible qu'on avait, les différentes cibles qu'on avait entre les plafonds BRS et la cible de l'abordable, quelles étaient par rapport aux capacités des ménages, ce qu'ils étaient en capacité de financer comme surface adaptée à leur taille de ménage justement. Et donc du coup, avec des différents critères de prix pour réussir à trouver finalement les justes prix en fonction des cibles qu'on se fixe. Et donc on s'est aperçu qu'on était en capacité d'augmenter finalement le prix de sortie de l'abordable, de tenir un prix de l'abordable quand même entre 3200 et 3500 euros par mètre carré, parking compris. Nous à la FAB on raisonne toujours parking compris, donc on considère qu'on doit offrir cette aménité aux acquéreurs. Voilà, donc ça nous a permis de travailler sur un recalage de notre offre. Voilà, je pourrais aller beaucoup plus loin encore en détaillant, mais... Non, justement, voilà. Vous avez un petit peu devancé l'une de mes questions concernant l'accession abordable. Donc vous avez recalé, vous venez de le dire, mais est-ce que c'est un dispositif qui fonctionne aujourd'hui, qui est
Alors oui, c'est un dispositif qui fonctionne. C'est un dispositif qu'on a assorti de clauses antispéculatives, qu'on avait au départ calé sur les clauses antispéculatives du PSLA, notamment pour les conditions de revente, et que au fur et à mesure des retours d'expérience qu'on a eus sur les reventes des logements, qu'on a durci en fait. Donc ce sont des clauses antispéculatives sur 10 ans où la revente est autorisée, mais à un prix indexé, sans exonération possible pour certains cas. D'accord. Valérie Lassec, pour revenir à Bordeaux-Euratlantique, quelles sont selon vous les réussites de Bordeaux-Euratlantique aujourd'hui et pourquoi? Alors ça peut être d'ordre architectural, d'usage également, des exemples de collaboration entre plusieurs acteurs. C'est quoi pour vous les réussites? Alors, je vais essayer de ne pas devancer les questions d'après, parce qu'à chaque finalement réussite, ça nous interroge sur le coup d'après et du coup, ce qu'on pourrait mieux faire. Mais on a quand même quelques réussites. D'abord, pour faire écho à là où on est sur le quartier d'Armagnac, qui est un de nos quartiers exemplaires du point de vue du bas carbone, puisqu'il est majoritairement en bois. Et si je regarde un peu dans le rétroviseur, à un moment donné, effectivement, c'était une volonté très marquée d'Euratlantique de développer la filière bois et d'abord de tester nos hypothèses de construction sur ces nouveaux matériaux, ces nouveaux procédés. Donc on a eu des démonstrateurs en première intention qui ont été remarqués d'ailleurs. Les bureaux de Pichet sur l'Ars, la tour Hyperion, effectivement livrée en 2021, qui était la plus haute tour à l'époque en bois. Donc à chaque fois qu'on fait des démonstrateurs, finalement, on arrive à faire la démonstration qu'on peut faire autrement, construire moins carboné. Et ça va plutôt dans le bon sens. Sur Armagnac, le pari qu'on a fait, c'était de massifier et donc d'avoir l'ensemble des îlots et des lots immobiliers finalement en bois avec une intention forte sur la décarbonation, y compris dans les espaces publics. Et c'est là où effectivement, en régime de croisière, on se rend compte qu'on a encore des efforts à faire, et vous le savez bien également. Changer de mode constructif, orienter résolument la production vers des matériaux biosourcés, géosourcés, dont le bois, et notamment le bois pour Euratlantique, c'est pas si simple. Et effectivement, du passage de la démonstration réussie à la généralisation pour passer dans le monde d'après, on a encore un peu de travail. Donc du coup, j'ai quand même répondu à la question d'après sur les améliorations possibles. Mais c'est une vraie réussite parce que c'était très tôt finalement cette préoccupation de l'impact carbone sur Euratlantique, et des réussites, effectivement, on commence à finalement vous les soumettre puisque les premiers quartiers qui ont été aménagés sont en cours de livraison. Et donc finalement la question de la réussite ou pas, on va la poser aux habitants, aux résidents, à ceux qui sont les usagers de ces nouveaux quartiers, pour regarder si effectivement c'est conforme à la promesse. Et c'est à eux de nous dire aussi ce qui leur manque, quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits, et c'est ça qui va nous faire évoluer dans la prochaine décennie. Donc c'est des questions qu'on va poser. En tout cas, on est au rendez-vous de la programmation, on l'a déjà dit, je ne vais pas revenir sur le quantitatif. Sur le qualitatif, les démarches de certification, elles fonctionnent. Et sur le niveau d'exigence qu'on fixe aux promoteurs, aux bailleurs qui travaillent sur le périmètre, c'est aussi un travail collectif, conjoint, sur lequel on accompagne les exigences qu'on programme avec chacun des intervenants sur le périmètre. Et ça marche. C'est exigeant, mais on est là. Oui, alors effectivement, on reviendra sur les axes d'amélioration un petit peu après. Côté Fab, sur Umgoz, même question. Quelles sont les réussites aujourd'hui ? Le premier sujet, c'est quand on regarde de 2012 et le démarrage de la Fab, le premier sujet, c'est une réussite, c'est d'avoir mis le sujet du logement abordable à l'agenda. Je crois qu'en fait, au démarrage du projet ou du programme 50 000, tous les acteurs ont expliqué que ça n'était pas possible. Et pourtant, vous l'avez fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, cette histoire de logement abordable, quand on regarde dans nos parts de programmation, c'est assez faible en fait, c'est entre 10 et 12%. Il n'empêche que ça avait assez vite cristallisé les craintes sur la capacité à produire du logement moins cher.
en libre, hein, puisqu'on est sur une TVA équivalente. Ça aussi, c'est un sujet. Il n'empêche que on a pu effectivement, et vous avez pu produire un certain nombre de logements qui rentraient dans ce cadre. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est une réussite? Une des conditions pour pouvoir concurrencer la maison individuelle avec ses 500 mètres carrés de jardin et à 30 km de Bordeaux, c'est de trouver en fait à la fois des projets de qualité qui concurrencent sur ce registre de la qualité la maison individuelle et qui rentrent dans des fourchettes de prix acceptables et abordables pour les ménages. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Or, on a fondamentalement besoin d'y arriver. J'ai plusieurs fiertés, donc je vais le dire, d'autant plus que ce ne sont pas les miennes, ce sont les vôtres. Hein, donc, l'autre fierté, c'est effectivement d'avoir eu 5 projets reconnus au niveau national sur l'engagement pour la qualité du logement de demain. Alors ça tombe bien, c'est du logement de demain, mais vous l'avez fait aujourd'hui. Et ça, c'est aussi effectivement extrêmement important qu'on ait cette reconnaissance en local de l'ensemble des efforts. Ça demande beaucoup de discussions, ça demande beaucoup de frottements, mais il n'empêche que c'est bien effectivement un travail collectif. Et enfin, le troisième point de satisfaction, ce sont les premiers retours habitants. On a engagé, avec l'école d'architecture, tout un travail en fait de retour des habitants, puisque au final, ce sont quand même pour eux qu'on travaille tous les jours, et c'est aussi la commande politique qui nous est passée. Et les premiers retours en fait de ces habitants sont extrêmement positifs. Et on voit aussi en fait, une fois qu'on a dépassé, vous le savez bien, un promoteur, une fois qu'on a dépassé la fenêtre qui coince, le robinet qui n'est pas exactement au bon endroit, la moquette qui se soulève, on fait plus de moquette, la porte qui grince, etc. Une fois qu'on a dépassé en fait des questions de bâtiment et qu'on revient à c'est quoi votre projet de vie et comment ça marche et est-ce que ça y répond, on a des retours en fait qui sont extrêmement positifs. Et donc ça, c'est plutôt gratifiant, parce que bon, l'action publique ou l'action dans le logement et l'immobilier, on a beaucoup de moments plutôt ingrats quand même, il faut le dire. En miroir, quelles sont les difficultés pour continuer sur la FAB auxquelles vous avez pu être confrontés? Alors, vous avez évoqué un petit peu de retard dans les délais. Quelles sont les autres difficultés? Vous avez 3 jours là pour. Donc les difficultés, elles sont plusieurs ordres. Enfin, d'abord vous le vivez aussi sur le terrain. Enfin, qui n'a pas participé à une concertation où on présente des projets pour des gens qui ne sont pas là face à des gens qui vivent là depuis un certain moment. Donc on voit bien les décalages entre je me projette et des personnes effectivement qui voient arriver une forme d'irruption là urbaine dans leur jardin. On a eu des expressions assez fortes. Hein. On nous a dit on ne veut pas 50 000 logements dans nos jardins. C'est juste pas du tout ce que l'on propose et ça n'est pas du tout ce que vous portez comme projet. Hein. Donc, mais il n'empêche en fait qu'on a des réactions qui sont assez fortes et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Hein. Donc on a ces expressions-là. Ça c'est le premier sujet. Les difficultés après elles sont assez classiques. On parle beaucoup de coûts travaux qui augmentent follement. Pendant ce temps-là, le prix du foncier continue à bas bruit à augmenter. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Et donc, on attendrait des actions un peu fortes. Elles vont sans doute venir un jour vite, mais ce serait bien en fait qu'on ait ce type d'action. Nos difficultés, on les partage en fait avec les professionnels. Oui. Côté Bordeaux-Atlantique, on imagine que les difficultés sont partagées. Est-ce que vous voulez compléter ce que M. Gauzet vient de dire? Ce que je voulais souligner aussi, c'est que à travers les opérateurs que nous sommes, effectivement, on fait des retours constants aux politiques, à Bordeaux Métropole, dont c'est la compétence. Et effectivement, ces ajustements et ces difficultés, on les partage pour que on ait du répondant, une capacité d'intervention accrue, du temps. Et qu'on puisse effectivement lever les freins qu'on constate ou les difficultés qu'on rencontre ensemble. Donc ça, c'est vraiment précieux et c'est ce qui fait effectivement tous ces ajustements dont on parle et qui sont... c'est difficile de faire tourner un paquebot, donc ça prend du temps et on est sur le temps long. Et tout à l'heure, je disais qu'on avait effectivement cranté un certain nombre de choses et il y a cet effet cliquet qu'il faut garder en tête pour qu'on ne régresse pas. Et donc, à chaque fois que c'est difficile d'aller au bout, et puisque je parlais du bois tout à l'heure, ou de la performance environnementale, ou effectivement des exigences qu'on porte,
Il faut qu'on trouve d'autres leviers pour les rendre admissibles dans un contexte où c'est plus compliqué. Et donc il faut travailler ensemble à ce qu'on rejoigne la demande effective des ménages, leur capacité d'acquérir effectivement dans de bonnes conditions en cœur de métropole, parce que c'est indispensable pour les objectifs politiques, les orientations stratégiques nationales et la vision politique des élus d'y arriver. Donc en fait, finalement, on a beaucoup de choses qui convergent pour que on soit persévérant, on soit attentif et qu'on ait effectivement cette écoute sur les difficultés qui s'expriment aujourd'hui fortement sur ces sujets de crise de la demande, de crise des crédits et sur ces difficultés qu'on rencontre. Donc, les difficultés à sortir des opérations, elles sont aussi réglementaires parfois et on a la chance, nous, d'être aussi opérateur d'État et donc d'avoir un accompagnement des services de l'autorité environnementale, de l'instruction des permis de construire, de l'ensemble des avis requis pour réussir à faire des projets ambitieux. Et c'est tout cet écosystème en fait, partenarial qu'on mobilise pour réussir à sortir des logements dans des conditions aussi bonnes que possible et avec autant de qualité qu'on le souhaite. Donc je voulais aussi les inclure dans l'exercice. Ça fait beaucoup de monde en fait, qui se penche sur nos sujets. Justement, pour faire sortir ces opérations, plus largement, que faut-il faire en fait? Est-ce qu'il faut, je sais pas, injecter de l'argent public? Quelles seraient les pistes? Et là, je m'adresse à vous quatre. Le sujet est vaste, je sais. Donc là, je vais reprendre ma casquette d'ingénierie foncière. Déjà, le départ, c'est de libérer du foncier. Et ça devient de plus en plus compliqué. On est aujourd'hui, on travaille sur le déjà là. Donc sur des territoires qui sont déjà construits, déjà occupés. Alors certes, qui ne sont pas toujours dans un état qui justifie de conserver les bâtiments, par exemple, mais qui ont quand même une valeur importante et surtout qui ont une occupation présente avec des activités. Et donc des occupants qui ne veulent pas toujours partir, qui font des recours. Voilà. Donc on a ce qui est normal, hein, c'est leur droit, mais c'est une vraie complexité, c'est une vraie difficulté et alors que nous avons, pour arriver à libérer ces fonciers, des outils qui datent de l'ère de l'extension urbaine et qui n'ont pas du tout été conçus pour travailler dans le déjà là. Je ne vais pas aller plus dans un niveau de précision. Mais donc, effectivement, et souvent, on se retrouve à lancer des consultations auprès des opérateurs avec des fonciers qui devraient se libérer à court terme. Et finalement, le système se grippe. Il y a un tout petit bout de foncier qui n'est pas libéré. Et du coup, ça retarde les projets. Voilà. Jean-Émile Monceau, est-ce que vous voulez compléter sur ce qu'il faudrait faire pour faciliter ces opérations? Je rejoins sur le foncier, le coût du foncier. Pour un aménageur comme l'EPA, c'est quasiment 40% de son aménagement. C'est énorme. Et malgré tous les dispositifs à notre disposition de puissance publique qu'on a mobilisés. Donc c'est un vrai défi pour l'avenir parce que nous, on est convaincus que ce type d'opération de renouvellement urbain, dans le cadre du zéro artificialisation nette, etc. C'est vraiment ce type d'opération qu'il faut réussir à sortir, trouver un modèle économique et qui soit un modèle économique où on a aussi toutes les aménités, et notamment on parle beaucoup des espaces verts avec le réchauffement climatique et en ville, sur une ville en plus minérale comme Bordeaux et encore plus minérale sur Bordeaux Sud, qui doivent trouver un modèle économique. Alors, l'État a lancé le fonds vert avec le fonds Vriche qui préexistait depuis plusieurs années pour aider ce type d'opérations qui ont des coûts de foncier importants, qui ont de la dépollution aussi, hein, puisqu'on intervient quand même sur des fonciers. Ici, on est sur des anciens fonciers ferroviaires, donc on trouve deux, trois choses sympathiques. Voilà, donc pour que ça soit d'un point de vue sanitaire, usage important. Donc c'est une action aussi de santé publique, hein, c'est des pollutions, mais ça a un coût et on sait bien que derrière, dans la chaîne de valeur, sur la promotion immobilière,
Ce coût-là, il peut être absorbé jusqu'à un certain stade. Voilà. Et la crise complexifie l'opération. Donc il faut qu'on arrive à trouver ces mécanismes pour réussir à équilibrer ces opérations. Et peut-être aussi dans les pistes et dans les outils qui arrivent, le BRS dont on a beaucoup parlé est un outil qui doit faire en sorte de ne pas faire monter le foncier, mais qui permet quand même d'amortir cette charge la charge du foncier sur plus long terme, et donc de permettre en fait d'avoir des logements plus accessibles en bout de chaîne. Oui, pour vous, le BRS, ça reste l'une des solutions actuellement qu'il faut développer? C'est l'une des solutions, c'est pas l'unique. Oui. Voilà. Sur le logement, il faut avoir plein de solutions en fonction du contexte, des ménages, de ce qu'on vise d'un point de vue politique, des dynamiques démographiques. Voilà. Mais je pense que la FAB pourra bien compléter sur ce point-là. Si je peux poser les questions à votre place. C'est ça, allez-y, Monsieur Gauze. Non, mais vous voyez, c'est fluide. Hein. Ah oui, parfait. Donc effectivement, sur le BRS, aujourd'hui, on en a 400 en fait, dans nos opérations. Donc on voit bien en fait, que c'est quelque chose qui monte en puissance. Mais je partage complètement l'analyse en fait, de dire c'est un des outils. C'est pas l'outil maintenant aujourd'hui ou le Graal pour sauver toutes nos opérations. C'est adapté aussi en fonction d'un certain nombre de territoires. Pour répondre à votre question sur comment j'ai déjà mangé la question, comment on peut améliorer, par exemple en faisant là ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire faire en sorte d'instaurer un maximum de dialogue entre les professionnels. Je vais prendre un exemple concret. Quand on réfléchit sur le changement de programmation, c'est pas seulement en fait des conditions pour améliorer des bilans promoteurs ou des bilans aménageurs, ça a aussi un impact direct sur les budgets des collectivités en termes d'exploitation et de maintenance. Vous changez une programmation, vous transformez des grands logements en petits, quel est l'impact sur mes équipements scolaires? Quel est l'impact sur mon gymnase? Quel est l'impact, etc. Et aujourd'hui, en fait, on voit que les questionnements remontent très en aval et très en amont. Donc on a besoin, en fait, d'échanger plus souvent et de manière plus approfondie pour voir qui, dans la chaîne de valeur, va pouvoir absorber une partie, en fait, de ces coûts. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. C'est vraiment comment on trouve la solution pour faire en sorte qu'on puisse à nouveau produire des opérations et qu'effectivement on ait des habitants des nouveaux habitants qui soient en phase avec ça. Sinon, collectivement, enfin tout seul, on n'y arrivera pas, ça c'est clair. Alors, il nous reste 5 minutes, mais une dernière question un peu large. De quoi ou de qui peut-on s'inspirer aujourd'hui? Alors, en termes de mode constructif, Valérie Lassègue, vous en avez un petit peu parlé, mais sur des sujets de décarbonation, d'autres sujets, de quoi s'inspirer? Alors, l'inspiration, elle vient parfois de l'étranger. On a effectivement des partenaires ou des exemples inspirants dans les pays du Nord, par exemple sur la doctrine de lutte contre l'incendie. Ça fait partie des sujets, vous allez me trouver monomaniaque avec le bois, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ça fait partie effectivement des sujets inspirants. À rebours, on est moins inspiré par toutes les options hyper technologiques. On est plutôt en train de travailler cette frugalité heureuse, le côté low-tech, parce on est très conscient en fait que la charge induite sur les ménages, c'est un sujet important et c'est aussi une charge induite pour les collectivités quand elles exploitent et qu'elles gèrent les équipements qu'on livre, c'est vraiment essentiel. Donc avoir cette logique de sobriété à toutes les étapes, il y a peut-être effectivement des inspirations utiles de ce côté-là. Tu as des inspirations, Jérôme? Ouais. Enfin, j'ai une grande inspiration. Et en termes d'aspiration, donc, en fait, on a en tête la transformation notamment des zones commerciales. Donc c'est un gros sujet pour nous. Donc on travaille sur, vous le savez, sur Mérignac Soleil pour comment partir d'un sol complètement artificiel et infertile, comment retrouver en fait un sol fertile et habitable, tout en servant également en fait du commerce de proximité, du commerce de destination. Donc on est en train de tester des nouveaux modèles. On n'a pas
la solution. On regarde aussi ce qui se fait effectivement dans les pays européens pour transformer ce type de site, mais on voit en fait que c'est ce vers quoi on va aller de plus en plus, c'est-à-dire retravailler des sols déjà existants et finalement superposer un maximum de fonctions, ce qui ne veut pas dire en fait dépenser un maximum de matière, c'est plutôt un minimum de matière pour un maximum de services. Et on est vraiment en fait, quand tu parles de low-tech, c'est vraiment ça, c'est déplacer un minimum de matière. Donc, Valérie l'a dit, aussi regarder de plus en plus les questions de réhabilitation, ce qui pose des questions aux professionnels, que ce soit vous ou nous, sur nos compétences en matière de réhabilitation pour trouver les modèles qui fonctionnent et qui tournent. Donc on est vraiment sur voilà, renaturation, réhabilitation, production de neuf, mais réhabilitation, la réhabilitation va monter en puissance. Ce qui peut être inspirant, si j'ai encore un peu de temps. Ah, si le micro s'allume, allez-y. Du coup, l'inspiration, c'est aussi l'intensité des usages des mètres carrés bâtis, en fait. C'est tout ce qu'on peut économiser parce qu'on intensifie l'utilisation de ce qui existe. Ce qu'on fait aujourd'hui, finalement, utiliser un amphi d'étudiants pour faire ça, plutôt que d'avoir besoin d'une salle dédiée à ce genre de manifestation. Utiliser les cours d'école autrement, utiliser effectivement hors période scolaire tous les équipements scolaires. Enfin, tout ça doit forcément amener à déverrouiller les contraintes aujourd'hui constatées. Et donc, en fait, il faut sans doute avoir une culture du risque moins présente, en tout cas la gérer autrement que par un système de protection et de verrou. Tout ce qui peut déverrouiller les choses irait dans le bon sens. Alors, merci à vous quatre pour vos réponses. C'est à votre tour maintenant d'en poser des questions, si jamais vous en avez. On fera passer le micro dans la mesure du possible. Bonjour à tous, François Cheminet de Vinci Immobilier. Je vais repartir sur l'intensité parce que je pense que vous le partagez tous les deux dans ce que vous avez fait. C'est une force sur ce qui est sorti jusque-là, c'est l'intensité aussi des projets. On est sur des terrains souvent à dépolluer, à déconstruire, à reprendre. Ce sera encore plus le cas demain. Et ça nécessite un coût important de dépollution en plus de l'acquisition du foncier. Et donc, ça doit se retrouver quelque part, public ou privé, dans l'équilibre. Et ce qu'on trouve aujourd'hui, et je ne suis pas certain, on est beaucoup de public, beaucoup de privé ce matin. On n'est pas beaucoup d'élus, a priori. J'en ai pas vu beaucoup. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est l'intensité dans les projets de demain de la part de nos élus. Alors, c'est vrai que les riverains ne l'acceptent pas forcément. Mais je pense que aussi bien la FAB que l'EPA, c'est quelque chose qu'il faut saluer dans ce que vous avez déjà sorti. C'est la hauteur et l'intensité. Donc l'intensité dans les usages, je partage, mais l'intensité dans les projets, on n'a pas le choix. Si on veut faire plus d'espaces verts, plus de qualitatif dans l'usage au quotidien pour les habitants, il n'y a pas d'autre choix que de faire de l'intensité dans le logement ou dans le bureau, et donc dans la hauteur pour libérer de la place au sol. Et c'est vrai qu'on sent un vrai recul. Alors il est en France fort, mais alors sur Bordeaux Métropole, il est encore plus fort, tous bords confondus, et c'est vraiment un problème. On est de plus en plus, j'ai envie de dire, tous mieux situés qu'autrefois, puisqu'on est moins loin, on est plus proche des trams, des transports, de tout ce qu'on veut. Et on nous explique que du R+1 c'est bien, du R+2 c'est limite. Et je ne parle même pas des hauteurs que vous avez réussi à livrer sur vos deux ensembles, quoi. Mais je pense que vous l'avez vous aussi en face de vous tous les jours. Et ça, c'est à mon sens un vrai frein au-delà du prix du foncier, au-delà du coût des travaux. C'est qu'on arrivera à en sortir s'il y a de l'intensité là-dedans, qui doit prendre en compte les limites extérieures des opérations, mais on doit pouvoir y arriver. Je partage l'essentiel, notamment quand on est à proximité d'un lieu aussi accessible que la gare Saint-Jean, et dans la perspective d'ailleurs du RER métropolitain, et de tous les développements de mobilité. Si on cherche de la démobilité ou de la mobilité moins carbonée, il faut intensifier précisément ici. Et donc cette intensité, elle est variable selon les emplacements. Après, j'ai un peu de mal avec l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule solution. Et donc, je serai moins exclusive que vous dans le diagnostic et du coup dans la conclusion. Le modèle aménageur aujourd'hui, le modèle promoteur aujourd'hui appelle ça. Après, c'est le modèle qui existe aujourd'hui et je pense qu'il doit évoluer dans le sens de la décarbonation, dans le sens du zéro artificialisation nette. C'est donc tout ce qu'on a décrit comme étant des mécanismes d'accompagnement aujourd'hui qui sont pérennisés par l'État à travers le fonds Friche, par exemple, c'est participer au fait que ce niveau d'exigence, ce niveau d'intervention,
génère un déficit d'opération tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Donc ce déficit, il doit effectivement trouver une nouvelle manière finalement d'être financé, que ce soit par une participation accrue du public, par une baisse des marges promoteurs. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas demander à un des acteurs de la chaîne de faire tout le boulot. Il va falloir effectivement que chacun prenne sa part et que collectivement, tout doucement, ce paquebot, cette façon de conduire les opérations évolue aussi. Donc c'est un peu le sens de tout le travail qui est mené localement, avec l'État local, mais aussi au niveau national et aussi au niveau européen. Donc tout ça prend un peu de temps, mais il faut garder le cap et avoir cette orientation résolue. Je te laisse te débrouiller avec ça, Jérôme. Oui, mais avec plaisir. Mais tu as dit l'essentiel en fait. Intensité, c'est fondamental. On fait 40 logements donc à Bassins où on est sur du petit collectif et on n'est même pas du collectif. En fait, on est sur du logement intermédiaire. En fait, que c'est la bonne échelle et c'est la bonne réponse. Ce qui d'ailleurs me permet de répondre aussi sur la règle. En fait, on a des règles d'urbanisme, mais la règle ne fait pas le projet. Et donc, on sait très bien en fait que c'est le projet qui va à un moment donné apporter des réponses dans des relations, dans du voisinage, alors avec nos mots à nous et notre jargon, donc on parle de courtoisie urbaine, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, en fait, parler avec les voisins, parler entre projets pour que on trouve la meilleure réponse. L'intensité est pas, et à mon avis, pas la seule réponse. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, j'ai rarement vu des projets urbains aboutir quand on est contre. En fait, c'est très compliqué de dire aux habitants, vous avez sur l'ensemble des points. Et nous, on sait. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une culture en fait urbaine, même de professionnels de ce type-là. On apprend tous les jours, on découvre tous les jours, et on travaille de plus en plus en fait avec les existants et les gens qui sont déjà là. Donc, on voit en fait que intensité, oui, ça a du sens à des endroits quand effectivement ça n'est pas un débat. J'ai des exemples très concrets sur Le Bouscat, sur Villeneuve-d'Ornon. On a pu sortir de la hauteur parce que ça n'a jamais été un sujet. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était qu'est-ce que vous faites en pied d'immeuble? Qu'est-ce que vous allez en fait nous apporter comme service, puisqu'il nous manque le boulanger qu'on n'a jamais eu, ou le boulanger qui était bon mais qui est parti, etc., etc. Et à d'autres endroits, en fait, c'est la ligne rouge à ne pas franchir, sinon il n'y a pas de projet, en fait. Et donc c'est tout ça, en fait, qu'on apprend ensemble, avec aussi tout le travail de médiation qu'on peut faire sur le terrain, mais vous le vivez dans vos concertations. Mais ça prend énormément de temps. Donc on a à la fois l'injonction de produire vite, et puis il y a toute cette maïeutique en fait qu'il faut travailler avec les habitants. Donc c'est une acculturation collective et quelques urgences environnementales. Y a-t-il d'autres questions? Non, tout était... Ah oui. Donc Pierre Vital à nouveau. Non, j'ai une question qui est une préoccupation qu'on connaît depuis quelques années, c'est le rallongement dans l'élaboration des projets. Ça prend plus de temps à réaliser pour plein de raisons. Ça peut venir de l'aménageur, ça peut venir des élus, ça peut venir aussi des recours, donc il y a des difficultés complémentaires. Et dans ce cadre-là, la réalité, c'est que nos rentabilités d'opération se dégradent aussi par les cycles d'opération. On est à la période du dialogue, c'est un échange qu'on a aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace sur la durée globale de l'opération pour que les opérations durent moins longtemps à élaborer? Quand moi j'ai à l'époque créé ma boîte en 2011, les opérations, on mettait 36 mois à les faire entre la promesse de vente et la livraison parce que les chantiers allaient plus vite, que les dépôts de permis étaient plus rapides, qu'il n'y avait pas de recours. Comment est-ce qu'on peut collectivement trouver des cycles opérationnels plus efficaces pour qu'on puisse négocier plus rapidement les opérations en amont et dérouler les opérations plus vite? Gagner 12 mois sur une opération, c'est de la masse salariale en moins, donc c'est potentiellement la capacité de faire des opérations qui sont mieux équilibrées avec parfois plus d'ambition aussi. Voilà, c'est ma question. Il y a des choses sur lesquelles on a la main et des choses sur lesquelles effectivement on l'a pas. Donc je vais exclure le sujet des recours, évidemment. Même si en luttant contre les recours abusifs ou la forme effectivement de rançon au projet, on a quand même atténué la portée de ce risque-là.
Sur toute la partie montage, effectivement, le contexte est compliqué. On ne travaille pas de la même manière et aussi vite sur un foncier nu prêt à aménager ou sur un foncier pollué sur lequel, effectivement, on a des obligations. Et le renforcement du coup des obligations et de contrôle par rapport à la pollution en particulier, puisque c'est des terrains qu'on connaît bien, nous, c'est indispensable. Sinon, il n'y aurait pas de projet non plus, en fait. Donc on doit en passer par là, on apprend et du coup on ira sans doute plus vite. Et puis je vais tenter la boutade, mais vous avez la chance d'avoir des aménageurs qui font une partie du boulot pour vous, puisque les autorisations environnementales, la gestion du risque inondation, c'est l'aménageur qui le gère et qui vous donne effectivement l'autorisation à travers ces études d'impact qui ont été réalisées et tous ces prérequis qui sont faits pour vous. Donc en fait, je ne sais pas si on perd tant de temps que ça, en moyenne ça doit être constaté comme ça, depuis l'intention jusqu'à la réalisation, et en même temps on met aussi des moyens d'accompagnement pour qu'on y arrive in fine, donc on ne perd pas tant de projets que ça, en tout cas moi c'est le sentiment qu'on a sur l'OIN. Oui, ils vont prendre plus de temps. C'est une vraie nécessité que d'investir ce temps-là sur des projets qui vont être plus intelligents, plus en phase avec les situations qu'on rencontre de départ et aussi les prescriptions qu'on fait. Donc voilà. Après, on essaie de travailler à ce que les permis soient de qualité, qu'ils ne soient pas retoqués. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc on prend le temps de faire les choses bien et c'est peut-être un investissement en fait. Moi je vais faire une réponse courte, il faudrait plus d'opérations d'aménagement en fait. Réponse effectivement. Parce que c'est un moyen aussi d'acculturer en fait collectivement et de faire émerger les sujets. Hein. Donc quand on a quelques enquêtes publiques sur des DUP divers et variés, donc on voit aussi que ça fait émerger beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Je ne dis pas que ça résout toutes les questions. Je partage l'avis de Valérie sur le contentieux. On a vu, vous voyez aussi des choses parfois très surprenantes. Hein. Vous achetez un terrain à quelqu'un et vous expliquez le projet et 3 ans après, il vous attaque parce qu'il va y avoir un projet. Donc, je veux dire, c'est du vécu. Donc, on voit bien des situations assez complexes et on est aussi dans des contradictions. Mais le fait, en fait, d'annoncer des opérations d'aménagement, bien sûr qu'elles sont discutées, parce que l'urbanisme, ça se discute, ça débat, et c'est un lieu de frottement, mais ça permet en fait aussi de dire il va se passer quelque chose. On a des marges de manœuvre pour dire quoi, mais il va se passer quelque chose parce qu'il y a des besoins, parce qu'on a mis un transport collectif, la collectivité a mis 200 millions sur un tramway, et donc il y a aussi une forme d'efficience dans l'argent public, donc il va se passer quelque chose. Après, les conditions, il faut effectivement les travailler sur la table. Et quand on a du temps en atelier avec les projets, moi j'entends le développement. Est-ce que finalement, si on arrivait à transformer nos processus de production et avoir finalement plus de temps sur la matière grise, qui coûte moins cher quand on est engagé, quand on lance, en fait, et réduire les temps de travaux, est-ce que c'est pas une autre forme en fait d'économie qui nous permettrait d'avancer un peu plus? Ça veut dire aussi discuter avec les concepteurs, les architectes, etc., pour revenir en amont, travailler plus avec les entreprises, donc revoir en fait nos modalités de production. Il y a des modèles néerlandais qui sont un peu différents des nôtres, où les coûts en fait, les coûts travaux au mètre carré sont inférieurs, mais il y a plus d'argent dans la matière grise et les études en amont. Donc ça pose ces questions-là et de modernisation aussi de l'acte de construire où, vous le savez, on est tous confrontés aussi à quelquefois une forme d'artisanat en fait en phase chantier parfois. Ouais. Jean-Emile Monceau, peut-être pour réagir rapidement parce que l'heure tourne. Je vais aller très rapidement. En fait, on apprend quand même en marchant et collectivement, et il y a quand même des choses qui se crantent sur certains sujets. Je prends quelques exemples. Les expérimentations sur le bois, les premiers ont un peu payé les pots cassés, mais il y a tout le travail avec les services instructeurs. On a déjà parlé du SDIS, etc., qui, on l'espère, à un moment, va quand même permettre de structurer la doctrine
on attend toujours la doctrine au niveau national de ce point de vue-là, pour justement apprendre de ce qu'on a fait et pouvoir le construire. Et on pourra en citer plein des exemples comme ça. Sur les questions d'inondation, c'est pareil. Enfin, on était en 2012 un peu les premiers à faire ce type de projet qui changeait les conditions. Voilà, ça s'est fait sur le long terme. Maintenant, je pense que les projets de ce point de vue-là, ils sont sécurisés. Donc, et c'est ce travail collectif, notamment avec les services instructeurs, qui doit permettre à un moment de se donner un cadre où on sait qu'on sera un peu plus sécurisé sur la façon de faire. Voilà. Parfait. Il y a un sujet où on est collectivement très mauvais, c'est sur les évaluations. Donc, c'est-à-dire quand on a annoncé un certain nombre d'objectifs, etc., on est quand même plutôt mauvais sur est-ce qu'on a atteint l'objectif, pourquoi on ne l'a pas atteint et comment on peut se recaler. Ce qui nous dessert professionnellement, en fait, notamment vis-à-vis des habitants, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un sujet où vraiment il faut qu'on travaille collectivement. Bien, merci à vous quatre. C'est la fin de ces regards croisés. Pour vous qui êtes présents ce matin, la matinée va se poursuivre avec la 3e partie. Et pour vous qui nous avez suivis sur LinkedIn, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.